Le froid mordait les doigts d'Anna alors qu'elle resserrait sa veste en lambeaux autour de ses épaules. Redfield, Oregon, n'était pas un endroit pour les faibles, surtout en novembre, lorsque le vent sifflait dans les rues et que les nuits devenaient glaciales. Elle poussait un chariot de supermarché branlant dans une ruelle, sa fille, de 9 ans, Lena, à ses côtés. Le chariot était leur maison, remplie de couvertures d'une bâche en plastique de quelques livres et d'un lapin en peluche, usé le seul réconfort de Lena. Elles étaient invisibles, faisant partie du décor gris de cette petite ville où personne ne remarquait les sans-abri dormant dans des bâtiments abandonnés ou sous des ponts. Anna avait appris à survivre se laver dans les toilettes des stations-service, ramasser des bouteilles, consigner pour quelques centimes, récupérer des restes de nourriture dans les poubelles derrière les restaurants. Mais ce soir-là, sur une passerelle surplombant l'autoroute, elle ressentit quelque chose de nouveau, le désespoir. Le vent portait le grondement d'un camion et Anna sursauta, s'éloignant du garde-corps. Son regard se posa sur Lena endormie dans le chariot enveloppé de couverture et quelque chose en elle se durcit. « Pas ce soir, murmura-t-elle. « Il est temps d'y aller, ma chérie, dit-elle doucement en secouant Lena pour la réveiller. Les grands yeux bruns de la fillette étaient ternes de fatigue. « Une vraie maison ?» demanda Lena, pleine d'espoir. « Quelque chose comme ça, » mentit Anna, avec un sourire forcé. Elle pensait à l'ancienne scierie de Redfield, un bâtiment délabré à la périphérie de la ville, abandonné depuis des décennies. Anna l'avait observé pendant des semaines, repérant une section de clôture mal fixée avec du fil de fer. Ce n'était pas parfait, mais cela offrait un abri contre le vent. Le trajet à travers la ville prit près d'1 heure. Elles évitèrent les rues éclairées où des policiers qui pourraient poser des questions et restèrent tenus dans l'ombre. Lena s'accrochait au chariot serrant son lapin en peluche. « On est presque arrivé, » promit Anna, alors que la silhouette sombre de la scierie apparaissait. À la clôture, elle défit le fil de fer créant une ouverture juste assez large pour elle et le chariot. Lena passa en premier, puis Anna fit passer leurs affaires, un sac à dos avec des vêtements, un sac de produits de toilette 3 livres et une boîte en plastique avec des ustensiles de cuisine, un réchaud de camping découvert des bouteilles d'eau. « Et le chariot ?» demanda Lena. « On le laisse ici, » répondit Anna. « On en trouvera un autre si on en a besoin. » Dans la scierie, il faisait sombre, seul le clair de lune filtrait à travers les fenêtres brisées, éclairant des machines rouillées. « C'est effrayant, » murmura Lena. « Ce n'est qu'un bâtiment, » la rassura Anna, bien que le silence soit oppressant. Elle guida Lena vers un petit bureau qu'elle avait repéré lors de précédentes explorations. Il avait une porte intacte, un bureau poussiéreux et une fenêtre sale. Le sol était sec, ce qui était le plus important. « Chez nous », annonça Anna avec un sourire. Elles étendirent des couvertures, mangèrent du beurre de cacahuète sur du pain rassis. Le matin, Anna partagea la dernière barre de céréales avec Lena et commença à rendre l'endroit habitable. « D'abord l'école, » dit-elle sévèrement. Pendant 3 heures, elle enseigna à Lena avec un vieux crayon et des marges de journaux. Puis, elles frottèrent le sol avec des chiffons et de l'eau de pluie jusqu'à ce que le béton brille. Lena montra un endroit propre. « Regarde, maman, c'est presque joli. » Anna sourit. « Oui, c'est vrai. » Elles accrochèrent des bâches pour diviser l'espace en pièces, un coin à couchage, une cuisine, un salon avec des caisses de lait comme chaises et une bobine de câble comme table. Lena disposa ses trésors sur la table, les livres, son lapin, une photo d'Anna dans son ancienne tenue d'infirmière. Le soir, épuisée mais satisfaite, elles mangèrent des haricots cuits sur le réchaud. « C'est pas si mal ici, » dit Lena. « Non, » acquiesça Anna, « ce n'est pas si mal. » Les mois suivants apportèrent une routine. Le matin,
Lena apprenait avec des livres de bibliothèque. L'après-midi, Anna ramassait des canettes ou faisait des petits boulots, nettoyer des jardins, couper des légumes, tenir des pancartes publicitaires. Elle apprit quelles poubelles contenaient de la nourriture, quels policiers détournaient le regard, quelles églises distribuaient des repas le mercredi. En hiver, elle les ébouchèrent les fissures avec des journaux, construisirent des lits de palettes pour éviter le sol froid. Anna économisait chaque centime dans une boîte d'aspirine. Un jour, elle rencontra Carl, un vieil homme qui ramassait des câbles de cuivre. « Bonjour, Anna », lança-t-il derrière l'armée du salut. « Lena est avec toi. » Elle hocha la tête. Quelque chose d'intéressant, Carl secoua la tête. « Mais j'ai entendu dire qu'il y a une vente aux enchères cet après-midi chez Riverbend Storage. Des unités abandonnées, parfois on trouve des choses de valeur. » Anna réfléchit sa main sur la boîte d'aspirine. Quand midi dit « Carl, ça pourrait valoir le coup. » Anna alla chercher Lena à la scierie. « On part pour une aventure », expliqua-t-elle. « Quel genre » demanda Lena sceptique. « Une vente aux enchères. On pourrait trouver quelque chose qui nous aide. » À Riverbend, elles virent une petite foule, surtout des hommes, avec des camionnettes. L'unité 142 fut annoncée, 6 mois de loyer impayé, propriétaire décédé. Le contenu semblait être des ordures, cartons humides, meubles cassés, vieux magazines. Personne n'enchérissait. 50 $, lança Anna, sa voix plus assurée qu'elle ne l'était. Adjugé, dit le huissier. Lena murmura, « Maman, qu'est-ce que tu as fait? » Anna sentit la panique. Avaient-elles dépensé la moitié de leurs économies pour des déchets? Pourtant, quelque chose la poussait à continuer. Elles inspectèrent l'unité. L'odeur de moisi était écrasante. Les cartons s'effritaient, les meubles étaient en idée cassés, les magazines inutilisables. Lena trouva un petit presse-papier et un verre avec un papillon. « Il est joli, dit-elle. Peut-être que quelqu'un l'achètera. » Anna hocha la tête. Dans le tas à garder. Leur tas à garder resta petit le presse-papier, quelques tasses, un cadre terni. Le temps pour passer, la faim les tenaillait. Elles se partagèrent un sandwich assises sur le sol en béton. « On doit bientôt partir, » dit Anna. En ramassant leurs trouvailles, elle remarqua un motif étrange sur le mur du fond des taches d'eau, en ligne droite. Elle appuya sur le mur qui bougea. « Lena, viens ici, » murmura-t-elle. Ensemble, elles examinèrent le mur. Anna tira sur un panneau de bois révélant une cavité étroite. À l'intérieur, elle trouva une boîte à outils lourde, une grande enveloppe scellée à la cire et une petite boîte en bois. L'enveloppe portait l'inscription « Pour celui qui trouve, je suis désolé de ne pas avoir été plus courageuse ». La boîte contenait des photos d'un homme devant la scierie avec une jeune femme et une fillette. Sur une photo, il était écrit « Michael et Clara, ouverture de la scierie ». « C'est notre scierie », dit Lena. Anna hocha la tête, le cœur battant. « On emporte ça. Il fait trop sombre pour lire ici. » Elles mirent tout dans leur sac à dos, laissant l'unité ouverte. Sur le chemin du retour, le vieux téléphone d'Anna vibra un appel anonyme, juste du bruit, puis le silence. Un frisson la parcourut. Qui savait ce qu'elles avaient trouvé? À la scierie, Anna alluma la lampe de camping. Lena disposa les trouvailles sur la table. « On peut lire la lettre ?» demanda-t-elle. Après le dîner promis Anna. Elles mangèrent de la soupe, puis Anna ouvrit l'enveloppe. La lettre était écrite d'une main tremblante. « Je m'appelle Eleanor Warner. J'ai 72 ans et je suis lâche. Cette scierie appartenait à mon frère Michael. Il est mort dans un accident, mais ce n'en était pas un. Victor Hensley, notre directeur, a falsifié des rapports de sécurité, détourné des fonds.
Michael l'a découvert. 3 jours plus tard, il était mort et il est mort. J'avais des preuves, mais Hensley avait du pouvoir. J'ai tout caché et je me suis tu. La boîte à outils, B, contient le journal de Michael, des rapports des photos et la clé d'un coffre bancaire. Peut-être que celui qui trouve aura plus de courage que moi. Anna regarda Lena. C'est important, ma chérie. Ça pourrait être dangereux, mais en elle brûlait une étincelle, la chance de changer quelque chose. La scierie était silencieuse, seule, le grincement du vent à travers les fenêtres brisées troublait l'obscurité. Anna était assise sur une caisse de lait, la lampe de camping projetant une lumière vacillante sur la boîte à outils, l'enveloppe et la boîte en bois posée sur la table en bobine. Lena dormait enveloppée de couverture, son lapin serré contre elle. L'appel anonyme hantait Anna. Qui savait, pour leur découverte, elle ne pouvait pas dormir, ses pensées s'emballaient. La lettre d'Eleanor Warner avait ouvert une porte derrière laquelle se trouvaient vérité et danger. Michael Warner avait été assassiné et Victor Hensley, un homme puissant à Redfield, en était responsable. Mais comment une mère sans abri comme elle pouvait-elle s'opposer à lui? Elle n'avait que cette boîte comme preuve, aucun pouvoir, aucune confiance dans le monde. Pourtant, la pensée de Lena de l'avenir qu'elle voulait lui offrir la poussait à continuer. Le lendemain matin, elle réveilla Lena doucement. « On va à la bibliothèque », expliqua-t-elle. « Je dois vérifier quelque chose. » Lena hocha la tête, habituée à leur visite quotidienne à la bibliothèque publique, leur refuge avec chaleur Internet et toilettes propres. Elles emportèrent leurs affaires, la boîte à outils soigneusement enveloppée dans une vieille veste, et se mirent en route. Le froid mordait une légère neige, commençait à tomber, et Anna serra Lena contre elle pour la réchauffer. À la bibliothèque, elles se prirent un coin tranquille avec 2 ordinateurs. Anna commença par Michael Warner. Une brève notice de journal confirmait sa mort. Michael Warner, 42 ans copropriétaire de la scierie de Redfield, mort dans un accident avec une machine. Aucun détail, aucune enquête. Ensuite, elle chercha Victor Hensley. À sa surprise, il était toujours en vie, 78 ans, vivant dans une villa dans le quartier huppé de Hillview. Après la fermeture de la scierie, il avait fait fortune comme consultant d'entreprise, siégeait au conseil municipal et avait même une rue à son nom. La scierie elle-même était une autre énigme. Les registres immobiliers montraient qu'elle appartenait toujours à l'héritage d'Eleanor Warner en attente légale car elle était morte sans testament. Anna chercha Clara, la fille de Michael, visible sur les photos. Après quelques essais, elle trouva Clara Warner Ellis, 51 ans, professeure d'histoire au lycée de Oak Ridge. Une photo sur le site de l'école montrait une femme aux yeux sérieux, semblables à ceux de la fillette sur la vieille photo. « C'est elle », murmura Anna. Elle prit des notes sur un bout de papier et découvrit quelque chose de troublant. Après la mort de Michael, 4 autres ouvriers de la scierie étaient, morts, tous qualifiés d'accident. « Ce n'est pas juste un homme, chuchota-t-elle. Ce sont 5 familles sans réponse. »« On va la voir » demanda Lena, qui écoutait avec un livre à la main. « Oui » décida Anna. « On va lui écrire. » À la bibliothèque, elle rédigea une lettre soigneuse. « Chère Madame Warner Ellis, vous ne me connaissez pas, mais j'ai trouvé quelque chose qui appartenait à votre père. Cela pourrait être important pour vous. Je joins une copie d'une lettre de votre tante Eleanor et une photo. Si vous voulez en savoir plus, retrouvez-moi samedi à 14 h au Riverside Park, près de la fontaine. Je serai avec ma fille. J'ai quelque chose que votre père voulait révéler au monde. » Elle signa une amie et ajouta des copies de la lettre et d'une photo de Michael avec Clara. Elle adressa la lettre à l'école et la posta dans la boîte de la bibliothèque.
« Et si elle ne vient pas » demanda Lena. « On trouvera un autre moyen » répondit Anna fermement. « Mais je pense qu'elle viendra. » Les jours suivants furent tendus. Anna maintint sa routine, ramasser des canettes, petits boulots, mais ne quitta jamais la boîte à outils ou des yeux. Un autre appel anonyme arriva cette fois avec une voix sifflante. « Laisse tomber ». Anna raccrocha le cœur battant. Elle ne dit rien à Lena pour ne pas l'effrayer. Le samedi, elles prirent le bus pour Riverside Park, portant leurs vêtements les plus propres toujours usés. La fontaine était éteinte pour l'hiver, son bassin rempli de feuilles mortes, mais c'était un bon point de rendez-vous. Elles arrivèrent tôt s'assirent sur un banc avec vue sur les entrées. Lena serrait son lapin nerveuse. « Comment on va la reconnaître ?» demanda-t-elle. « On a vu sa photo » rassura Anna. « Et elle cherche une femme avec une petite fille. » À 13 heures, une voiture s'arrêta sur le parking. Une grande femme avec un chignon strict en sortit hésita, scrutant le parc. « C'est elle, » dit Anna, se levant. « Madame Warner Ellis » appela-t-elle en s'approchant. La femme hocha la tête raide. « Vous avez envoyé la lettre. » Son regard glissa sur les vêtements usés d'Anna, puis sur Lena, où il s'adoucit. « Vous avez dit que vous aviez quelque chose de mon père. » Anna sortit la boîte en bois. « Je l'ai trouvée dans une unité de stockage que j'ai achetée. Elle appartenait à votre tante Eleanor. » Clara prit la boîte, ses mains tremblaient, en ouvrant la photo de son père, et elle, sa façade, s'effondra. « D'où ça vient ?» murmura-t-elle. « J'ai perdu toutes ces photos quand on a déménagé. » Il y a plus, dit Anna doucement, lui tendant la lettre. Clara la lut dans le parc, ses joues pâlirent, des larmes coulèrent. « Je le savais, dit-elle. J'ai toujours su que ce n'était pas un accident. Ma mère aussi, mais nous n'avions pas de preuves. Et Hensley envoyait des hommes chez nous, nous menaçait. On a déménagé, changé de nom. On a des preuves, maintenant, dit Anna calmement. Clara leva les yeux. « Où est la boîte à outils ?» En sécurité, répondit Anna, refusant de révéler la scierie. « Je ne peux pas ouvrir les serrures. » Clara hocha la tête. « Je connais quelqu'un qui pourrait aider. » Eric Brown, un policier à la retraite. Il a quitté la police à cause de la corruption. Il sera discret. Elle a convaincu d'un rendez-vous le lendemain soir dans un café fermé appartenant à un ami d'Eric. En se séparant, Clara serra la main d'Anna. « Merci, dit-elle. » La plupart auraient ignoré ça. Anna pensa aux nombreuses fois où elle avait été ignorée. Parfois, dit-elle, ceux que personne ne voit sont ceux qui voient le plus clair. De retour à la scierie. Anna tenta de comprendre les événements. Elles avaient beau trouver Clara, et demain, elles ouvriraient les preuves. Maman interrompit Lena. « On fait quelque chose de bien. »« Oui, » répondit Anna après un moment. « Je crois qu'on le fait. » Elles se préparèrent, pour le rendez-vous, enveloppant la boîte à outils dans une vieille couverture. « On prend tout » demanda Lena. « Non » décida Anna. « Ici, c'est toujours chez nous. » Le soir, elles se rendirent au café. Une pancarte annonçait « fermé pour rénovation », mais une lumière brillait à l'arrière. Anna frappa 3 coups rapides, pose 2 coups. Clara ouvrit immédiatement et les fit entrer. Le café était vide, les chaises empilées sur les tables. À une table en haut fond, un homme dans la soixantaine aux yeux vigilants et à la barbe grise était assis. Voici Eric présenta Clara. Eric, voici Anna et Lena. Eric hocha la tête. Clara dit que vous avez trouvé quelque chose d'intéressant. Anna expliqua cachée derrière un faux mur dans une unité de stockage. Selon la lettre d'Eleanor, ça contient des preuves que son frère Michael a été assassiné. Eric examina la boîte sans la toucher. 3 serrures à combinaison de haute qualité. Il ne plaisantait pas à l'époque. Il regarda Anna.
Tu réalises dans quoi tu t'embarques. Hensley est puissant dans cette ville. Je comprends, dit Anna. Mais 4 autres ouvriers sont morts après Michael. Leur famille mérite des réponses. Eric lut la lettre, son expression s'assombrit. Je me souviens de ces affaires. J'étais débutant à l'époque. La police a étouffé les questions trop vite. Ça sentait mauvais. Il posa la lettre. Je peux l'ouvrir, mais si c'est vrai, ce sont des preuves de plusieurs meurtres. Il faudra les traiter officiellement un jour. On veut juste la vérité, dit Clara. Eric hocha la tête et commença à travailler avec ses outils. Il fallut près de 20 minutes pour que la première serrure clique. La deuxième céda plus vite, la troisième fut récalcitrante, nécessitant plusieurs essais. Enfin, la boîte s'ouvrit. À l'intérieur, comme Eleanor l'avait décrit, il y avait un journal relié en cuir marqué Monsieur Warner, des dossiers avec des rapports de sécurité falsifiés, des photos de machines avec des notes manuscrites sur des défauts et des registres financiers montrant des détournements. Au fond, un petit magnétophone à cassette avec une note « Confession de Hensley, conversation de bureau enregistrée en secret ». Clara murmura « Il avait tout. Mon père avait des preuves. » Eric examina les rapports. Ils sont clairement falsifiés. Les préoccupations de sécurité originales ont été supprimées des versions finales. Et ces registres montrent que Hensley a détourné près de 250 000 $ pour l'entretien. Et la cassette demanda Lena. « Les cassettes se dégradent, dit Eric. Mais je connais quelqu'un qui pourrait la récupérer. Une enveloppe marquée « Acte de la Syrie » et une autre avec « First Coastal Bank », coffre 712, étaient également là. Clara ouvrit l'acte. « Il est toujours au nom d'Eleanor », confirma-t-elle. « La Syrie appartient à ma famille. » Anna ressentit un pincement. La Syrie, leur refuge, appartenait à Clara. Avant qu'elle ne puisse parler, Eric se raidit. « Vous entendez ça? » Un bruit de moteur venait de l'extérieur. Des phares débalayaient entre les fenêtres. « Voiture noire, 2 hommes », murmura Eric. Ils surveillent le bâtiment. Clara pâlit. « Les hommes de Hensley. Je reconnais la voiture. » Eric rassembla les preuves. « Quelqu'un savait pour notre rendez-vous. »« Clara, tu avais ton téléphone quand tu l'as organisé. »« Oui, » admit-elle. « Toute la journée à l'école. »« Il pourrait être sur écoute, » dit Eric. On se sépare. Je prends les preuves et les emmène à une avocate que je connais, Lisa Muller. Elle travaille en indépendante, pas liée au cercle de Hensley. Et nous demanda Anna. « Sortez par l'arrière, » ordonna Eric. « Je prends de la voiture, devant je les attire. Retrouvons-nous demain à 10 heures chez Lisa. » Il griffonna une adresse sur une serviette. Eric quitta le café, la boîte à outils bien visible sous le bras. La voiture le suivit. Maintenant, pressa Clara, les guidant par la cuisine vers une ruelle. La neige tombait plus fort, le froid mordait. Clara les mena 2 pâtés de maison plus loin, vérifiant constamment derrière elle, puis elle a un taxi. « Hillview », dit-elle au chauffeur, donnant une fausse destination. Dans le taxi, Lena murmura. « Ils nous suivent vraiment. » Juste prudence, rassura Anna. Clara utilisait les vitrines pour vérifier discrètement les alentours. « Ma mère m'a appris ça, » expliqua-t-elle. Après la mort de papa, comment semer des poursuivants? Elles se descendirent à Hillview, prirent immédiatement un bus dans la direction opposée. « Où va-t-on ce soir? » demanda Clara. Anna hésita. « On vit dans la Syrie. »« Ta Syrie ?» Clara cligna des yeux. « Elle est en ruine. On est sans abri, » dit Anna simplement. « Depuis 2 ans. La Syrie a un toit et des murs. » Clara déglutit. « Je suis désolé, je ne savais pas. La Syrie est probablement sûre. Hensley ne penserait pas à vous chercher là-bas. » Elle sourit faiblement. « Et apparemment, elle m'appartient.
Elles changèrent l'un de bus 2 fois, prenant des détours jusqu'à atteindre la scierie. Dans l'obscurité, elles se glissèrent par la clôture. Clara s'arrêta sur le sol principal, submergée par les souvenirs. « Le bureau de papa était là-haut, » dit-elle, doucement, montrant un escalier métallique. « Il avait toujours des bonbons pour moi. » Anna les guida vers le bureau. On vit là-dedans. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est sûr. Lena tenait sa main fort, tandis que Clara suivait comme en transe. Dans le bureau, Clara vit les couvertures sur les palettes, les caisses de lait, le réchaud. Anna ressentit de la honte, mais Clara dit « Ne t'excuse jamais. Tu as gardé ta dignité, élevé un enfant et trouvé du courage là où d'autres détournent les yeux. » Anna cligna des larmes. Elles partagèrent des haricots et des crackers. Clara insista pour dormir par terre. « Eric sera-t-il en sécurité? » demanda Lena. « Il sait ce qu'il fait, » assura Clara, mais sa voix était incertaine. Anna resta éveillée, pensant à Hensley, aux hommes dans la voiture. La vérité était un trésor dangereux et elles étaient en plein dedans. Le matin, une lumière faible filtrait par la fenêtre sale du bureau de la scierie. Anna se réveilla raide sur les palettes, Lena à côté d'elle, serrant son lapin. Clara était déjà réveillée, assise sur une caisse de lait, regardant la neige tomber enveloppant Redfield dans un silence blanc. Ses mains serraient une tasse d'eau froide, ses yeux rougis, comme si elle n'avait pas dormi. « J'ai réfléchi, » dit-elle, en remarquant Anna. À ce qu'on fait ensuite, Anna s'assit prudemment pour ne pas réveiller Lena. « Exactement, » répondit Clara. « Eric apporte les preuves à Lisa Mueller. Elle proposera des options juridiques. Mais, même dans le meilleur des cas, ce sera un long processus. Poursuivre un meurtre vieux de 40 ans contre un homme puissant comme Hensley ne sera ni simple ni rapide. » Anna hocha la tête. Et nous demanda-t-elle, regardant Lena. « Vous ne pouvez pas rester ici, » dit Clara doucement mais fermement. « Pas maintenant, avec une affaire aussi grave. Ça pourrait devenir dangereux. » Anna sentit un nœud dans sa gorge. La scierie avait été leur refuge, mais Clara avait raison. « Que proposes-tu? » demanda-t-elle. Clara hésita, puis parla. « J'ai une maison, rien d'extraordinaire. Un petit bungalow de 2 chambres en périphérie. Je vis seule. La chambre d'amis est vide. Restez chez moi, toutes les 2, au moins, jusqu'à ce qu'on ait surmonté ça. » Anna la fixa. « Pourquoi fais-tu ça? » Clara sourit faiblement. « Parce qu'il y a 40 ans, personne n'a aidé ma famille, parce que mon père est mort pour protéger des gens qu'il ne connaissait pas, et parce que je crois qu'il voudrait que je vous aide. » Avant qu'Anna ne puisse répondre, Lena bougea. « C'est le matin? » demanda-t-elle ensommeillée. « Oui, ma chérie, » dit Anna, lui caressant les cheveux. « On doit se préparer pour un rendez-vous important. » Elles se lavèrent avec de l'eau en bouteille, enfilèrent leurs vêtements les plus propres, usés mais soignés. Clara observa Anna aider Lena à se brosser les dents avec une tasse d'eau et un peu de dentifrice. « Tu as pensé à tout, » remarqua-t-elle. Anna haussa les épaules. « On apprend à s'adapter. » Elles emportèrent l'essentiel document médicaments pour l'asthme de Lena le lapin. Le reste resta sur place. « On reviendra » demanda Lena. « Pas pour vivre » dit Anna. « Mais on récupérera nos affaires plus tard. » Elles se rendirent prudemment au bureau de Lisa, prenant des détours pour éviter les poursuivants. Le bureau était dans un immeuble discret au 3e étage. Lisa Mueller, une femme déterminée d'une 40aine d'années, les attendait avec Eric. La boîte à outils était ouverte sur son bureau, les preuves soigneusement disposées. « Vous avez réussi, » dit Eric. « Des problèmes? » Non, répondit Clara. Lisa leur serra la main. « Eric m'a briefé. J'ai examiné les documents. Ils sont solides,
détournement, négligence, fraude, peut-être meurtre. Elle parlait avec précision. Mais la prescription nous limite. Le meurtre n'a pas de prescription, mais après tant de temps, c'est dur à prouver. Donc Hensley s'en sort, demanda Clara. Pas forcément, dit Lisa. On peut agir au civil, une plainte pour mort injustifiée impliquer les médias. Ça ne mènera pas à une peine, mais à une justice, une reconnaissance publique et une indemnisation. Et les autres familles, demanda Anna. J'en ai trouvé 3, dit Eric. 2 veulent rejoindre la plainte. Et la cassette, demanda Clara. Un spécialiste y travaille, dit Eric. Mais après tout ce temps, elle est très abîmée. Lisa montra une petite enveloppe. Le coffre à la First Coastal Bank numéro 72. On devrait vérifier tout de suite. Pourquoi l'urgence, demanda Anna. Si Hensley sait pour la boîte, il pourrait savoir pour le coffre, expliqua Eric. Les banques ne sont pas intouchables. Ils décidèrent d'y aller immédiatement. La banque était à quelques pâtés de maison, un bâtiment imposant avec du marbre et de l'acajou. Anna se sentait déplacée dans ses vêtements usés, mais Lisa géra la situation avec assurance. Après vérification des codes, on les conduisit dans la salle des coffres. Le coffre 712 était grand comme une petite valise. Un employé ouvrit une serrure avec la clé principale, les laissant seuls avec la deuxième clé. Lena attendait dehors sous la surveillance d'un gardien. Dans le coffre, ils trouvèrent deux choses, une grosse enveloppe et un petit paquet emballé dans du papier cadeau avec une carte pour Clara. Clara ouvrit la carte, ses mains tremblaient. « Ma chère Clara, lut-elle, si tu lis ceci, quelqu'un a eu le courage que je n'ai jamais eu. Cet argent était ton héritage, l'héritage de ton père. Michael le voulait pour ton éducation. Je ne pouvais pas te le donner à l'époque de l'argent souillé, pensais-je. Utilise-le pour ta paix. Je suis désolé de ne pas avoir protégé son honneur. Eleanor. Dans l'enveloppe, 52 000 $ en vieux billets. Clara les fixa. Je n'en veux pas, dit-elle. Pas pour moi. Ça appartient aux familles des autres ouvriers. Ou à ceux qui ont trouvé la vérité, dit Lisa, regardant Anna. On réglera ça plus tard, coupa Anna. Lisa sécurisa l'argent. Dehors, Anna avait l'impression de rêver. En 2 jours, sa vie était passée d'une lutte pour survivre à une conspiration. Elle regarda Lena, qui parlait des formes des nuages avec Clara, et remarqua à quel point sa fille semblait insouciante. Mais Eric se raidit soudain. « Ne réagissez pas, murmura-t-il. Voiture noire en face. 2 hommes. Clara pâlit. Les hommes de Hensley. Lisa les guida par une ruelle vers une sortie de service. Au bureau, Eric dit « Ils deviennent audacieux. C'est bon et mauvais. » Bon, comment demanda Anna. Ils ont peur de ce qu'on a expliqué Lisa. Je vais déposer la plainte, aujourd'hui nommée Hensley, et rouvrir l'enquête sur la mort de Michael. Eric sécurise les preuves ici. Je contacte une journaliste au Redfield Chronicle, Sarah Klein, et nous demanda Clara. « Vous êtes vulnérable, » dit Lisa. « Anna-Lena, vous ne devriez pas rester à la scierie. » Clara parla. « Mon offre tient. Venez chez moi. » Anna hocha la tête. « On accepte. » La maison de Clara était un modeste bungalow dans un quartier calme. Pour Anna et Lena, habituées à la scierie, c'était un palais chauffage, eau courante, un frigo plein. La chambre d'amis, dit Clara, les conduisant dans une pièce avec un lit d'appoint et des étagères remplies de livres d'histoire. « Je vais chercher des draps propres. » Lena demanda. « Je peux prendre une douche. » Après des mois de toilette sommaire, dans des lieux publics, c'était un luxe. « Bien sûr, » sourit Clara. Pendant que Lena se douchait, Anna se tenait dans le salon submergée par la normalité. Clara lui tendit un café. « Assieds-toi, dit-elle.
Des photos sur les murs montraient Clara jeune, en toge de diplômée, avec une femme plus âgée, sa mère. Jamais mariée, demanda Anna. Jamais trouvé le bon, dit Clara. Maman est morte il y a 10 ans. Cancer, comme Eleanor. Elles parlèrent de Hensley. Lisa veut explorer plusieurs pistes, expliqua Clara. Plainte média, contacter les autres familles, peut-être confronter Hensley directement. C'est sûr, demanda Anna. Lisa pense que ça pourrait le pousser à avouer, dit Clara. Lena sortit de la douche rayonnante. Ça sent la lavande, Clara lui donna un grand T-shirt comme chemise de nuit. Après le dîner pâtes et salade, car Clara n'était pas cuisinière, Lisa appela. La cassette était partiellement restaurée. Pas d'aveu clair, mais Hensley parlait de rapports falsifiés, mais qu'elle ne comprend pas qu'il faut couper les coins. Les affaires, c'est le profit, pas la sécurité. Pas assez pour une accusation pénale, dit Lisa, mais ça renforce la plainte civile. Elle avait déposé la plainte et fixé un rendez-vous avec Sarah Klein. 3 familles s'étaient jointes. Anna resta éveillée, pensant à l'avenir. La générosité de Clara n'était pas permanente. Elle devait trouver de la stabilité. Le lendemain, Eric apporta des nouvelles. Sarah Klein publierait l'histoire, mais voulait vérifier les preuves. Elle est intègre, dit Eric. Si elle publie, Hensley ne pourra pas l'étouffer. Dois-je lui parler, demanda Anna. Tu es celle qui a trouvé, dit Clara. Ça compte, mais Yana voulait protéger Lena. Clara proposa que sa voisine Madame Kessler, une enseignante retraitée, garde Lena pendant le rendez-vous. Lena était ravie des livres et biscuits de Madame Kessler. La rencontre avec Sarah eut lieu dans un café. La journaliste la trentaine écouta attentivement. Donc, résuma-t-elle, Eleanor Warner a laissé des preuves que son frère Michael a été assassiné par Victor Hensley, suivi de 4 autres décès dus à des failles de sécurité. Anna a trouvé ces preuves dans une unité de stockage. Vous cherchez justice. Exactement, confirma Lisa. Sarah hocha la tête. Hensley est influent. J'ai besoin de preuves solides. On a des rapports des registres financiers, des photos, la cassette, dit Eric. Sarah voulait parler aux familles et contacter Hensley avant publication. Ils convinrent d'1 semaine pour ses recherches. Le lendemain, Lisa apprit que l'avocat de Hensley demandait une réunion. Ils offrent 6 millions de dollars pour votre silence et la destruction des preuves, rapporta-t-elle. Ils sont nerveux. Clara refusa. La vérité n'est pas à vendre. Lisa proposa de confronter Hensley directement. La réunion fut fixée au lendemain dans son bureau avec Sarah comme observatrice. Lena resta avec Madame Kessler. Dans le bureau, Hensley attendait un homme maigre, aux yeux perçants, accompagné de son avocat et de son petit-fils Jonas. Madame Warner Ellis commença Hensley, « Vous ressemblez à votre père. » Clara se raidit. Hensley fixa Anna. « Et vous, Madame Berg, la trouveuse. » Un heureux hasard. Lisa interrompit. « Que voulez-vous discuter? Mettre fin à ce spectacle, » dit Hensley. « Les accidents arrivent. » Eleanor était confuse. « Les preuves disent le contraire, » dit Eric. Clara parla la vérité. Une reconnaissance publique de vos actes, une fondation pour la sécurité au travail, une indemnisation. « Impossible, » dit l'avocat. Mais Jonas, le petit-fils, intervint grand-père, peut-être devrions-nous y réfléchir. C'est aussi mon avenir. Hensley hésita, puis avoua « J'ai coupé les coins détournés des fonds. » Michael menaçait de tout révéler. J'ai fait rendre une machine dangereuse pour l'avertir. Ce n'était pas censé le tuer. Et les autres, demanda Anna. Des erreurs, marmonna Hensley. Lisa formula aveu public fondation indemnisation. Hensley accepta à contre-cœur. L'accord fut rédigé.
Hensley confessa publiquement, créa la fondation Michael Warner avec 12 millions de dollars et paya 18 millions d'indemnisation aux familles. L'article de Sarah parut en une, suscitant l'indignation. D'anciens ouvriers parlèrent des dangers. La ville réexamina l'héritage de Hensley. Anna retrouva du travail comme aide-soignante de nuit à l'hôpital où elle avait autrefois travaillé. Avec l'aide de Clara et un acompte, elle loua un petit appartement au-dessus d'une laverie simple, mais avec chauffage et verrou. Clara donna une partie de son héritage à une aide aux sans-abri et créa un fonds de bourse pour Léna. La scierie devint en partie un musée, en partie un logement abordable. 6 mois plus tard, Anna avait trouvé une stabilité. Léna allait à l'école, ses médicaments pour l'asthme assurés. Clara devint une visiteuse régulière, leur amitié comme une famille. Un soir, après un long service, Anna rentra. Léna faisait ses devoirs, son lapin à côté. « Maman, j'ai eu 94 en maths. » Anna la serra dans ses bras, la fierté surpassant sa fatigue. « Je suis tellement fière de toi. » Léna leva les yeux. « Est-ce que Skelenar pense qu'on a bien fait? » Anna regarda les photos au mur, les provisions dans le frigo, leur petit chez eux. « Je pense qu'Eleanor a trouvé la paix, dit-elle. Et Michael sait que sa fille a fait éclater la vérité. » Leçon, la vérité et le courage peuvent surmonter les injustices les plus puissantes. Anna, une mère sans abri, a montré que chacun, même invisible, a le pouvoir de rendre justice. La communauté et l'honnêteté donnent de la force aux plus faibles, nous apprenant à agir moralement, même quand le chemin est difficile. Enfants et adultes apprennent que la persévérance et la quête de vérité sont récompensées à long terme et qu'une vie simple avec dignité vaut plus que la richesse sans intégrité.